T'as pas une petite boule au ventre avant de jouer l'Italie, toi aussi? Malgré tes airs de supporter solide, à dire l'Italie c'est rien du tout, c'est fait. Mais t'as intérêt à les avoir, ces petites craintes quand même. Quand tu entraînes et que t'as la chance de jouer le haut du classement, je suis le premier à dire que quand tu vas jouer une équipe qui est en fond du classement, et au bout d'un moment, faut être sûr de ses forces. Parce que sinon, t'es pas invité en phase finale. Et attention, ça veut pas dire manquer de respect à l'adversaire, loin de là. C'est juste, faut être conscient de tes forces et que quand tu vas jouer une équipe qui est moins bien classée, tu vas la respecter. Après, un match, il se joue, hein. Tu fais respecter la logique sportive et la logique du classement. Mais surtout, tu penses pas que c'est gagné avant de le jouer. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux te dire, sûrement très maladroitement, c'est que si tu es plus fort que ton adversaire, tu ne dois pas te douter de tes capacités et de la victoire. En revanche, tu dois vraiment respecter le jeu et l'adversaire pour l'obtenir. Et là, pour le coup, on se doit de respecter l'Italie. En 44 rencontres, les Italiens, ils ont gagné que 3 fois. La dernière fois, c'était en 2013. Celle d'avant, c'était en 2011. Et la première fois qu'ils ont gagné contre la France, c'était en 1997. Et ils n'ont battu qu'une seule fois la France à domicile, c'était en 1997. C'était il y a 26 ans. Pendant 26 ans, ils sont pas venus gagner chez nous. Ça serait vraiment bête, au vu du contexte de notre Coupe du Monde qu'on joue ici, où on a des ambitions d'aller en phase finale, de perdre contre eux à domicile là. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire dans cette vidéo, mais avant tout, laissez-moi vous présenter le sponsor, Ovaly. C'est un jeu de rugby fantasy de type play and on. C'est donc un jeu où tu collectionnes des cartes de joueurs, tu te crées ton équipe pour jouer et tu gagnes des récompenses dans le jeu et dans la vraie vie. Ovaly possède déjà les licences sur 3 ans plus 600 options, de la MLR, du top 14 et de la Pro D2. Et évidemment tous les matchs internationaux dont la Coupe du Monde. Et comme ambassadeurs et investisseurs, ils n'ont rien de moins que le petit Antoine Dupont. Excusez-moi du peu s'il vous plaît. Bah tu vas me dire c'est bien mais comment est-ce que tu joues? Tu as des cartes avec des raretés de niveaux différents. Donc tu as les cartes communes, il y en a 100 par saison. Tu as les cartes rares où il y en a 20, tu as les cartes très rares et tu as les cartes uniques où il y en a une. Tu te crées une équipe composée de 5 joueurs. En fonction de leurs stats dans la vraie vie et de leur performance du week-end, ils vont marquer des points et tu vas, toi, gagner plus ou moins de points. Tu as un classement qui va te permettre de débloquer des tokens, des nouvelles cartes et dans la vraie vie, des tickets pour aller voir des matchs et du merchandising. Je pense que tu le sais sûrement, c'est le genre de jeu qu'il faut prendre au début si tu veux pas être rapidement largué. Et là, c'est le moment, ça vient de débuter et il y a un tournoi spécial pendant la Coupe du Monde. Moi, j'ai déjà créé mon équipe pour le tournoi et il y en a beaucoup, mais beaucoup qui me mettaient des pièces avec Eddie Jones et mes pronostics, mais je vous attends parce que là, on connaît tous les joueurs un petit peu qui vont jouer pour l'équipe de France, notamment contre l'Italie et toute la dernière journée de la Coupe du Monde, ainsi que pour les phases finales. On va voir quel joueur tu vas sélectionner et toi qui me charries un petit peu dans les pronostics, je suis pas sûr que tu sois gagnant. Je te mets le lien dans la description pour que tu ailles t'inscrire. Ça me donne de la force si tu donnes de la force au sponsor évidemment. Et je vous attends pour qu'on puisse jouer pendant la Coupe du Monde. Je sais que ça va me mettre des pièces parce que vu les joueurs que j'ai sélectionnés, il y aura quelques surprises. Et bam, on a l'équipe de France en mode phase finale de Coupe du Monde qui débarque. Allez, la composition pour notre 8e de finale, elle est tombée et on va en parler. Et franchement, c'est frustrant. Galtier, il nous a mieux éduqués et on est exigeant. On est habitué à avoir un petit peu plus de surprises dans ses choix et ses compositions. Après, attention, il a encore beaucoup de taf pour se faire une place sur le podium des surprises. Parce qu'il y a de la concurrence, hein, entre les box qui te font une composition à 7 avant et un 3/4 sur le banc, et Eddie Jones avec son coaching Mr Bean, c'est pas facile d'être sur le podium. On voit quand même qu'il a tenté de faire des efforts, mais c'est pas gagné. On va partir sur l'analyse de la compo et évidemment, je vais te demander, si t'es pas encore abonné, de mettre la petite cloche et de t'abonner. Si tu veux venir me suivre sur les réseaux, sur Instagram, je vous l'ai dit, je vais essayer de proposer du contenu différent, mais j'ai besoin de vous pour m'orienter parce que je suis vraiment une pipe en réseaux sociaux, j'arrête pas de le dire. Et puis on est parti. La première chose, je suppose que tu ne sais pas où se trouve l'Italie au classement IRB. Évidemment, tu es habitué à regarder les 2 premières places, voire les 3 premières places avec la France depuis 3 ans. Et je suis même sûr que là, quand on est passé 3e nation mondiale, tu savais pas qui c'était les 4e et les 5e. Alors, on va faire un peu d'histoire. Dans les petites recherches succinctes que j'ai fait, je n'ai jamais vu l'Italie dans le top 10 sur ces dernières années. Ils sont actuellement 11e dans le classement IRB. Ils sont juste devant les Samoa et derrière... Non, je te le dis pas. Bon allez, si je te le dis, mais j'ai été choqué derrière l'Australie. L'Australie, 10e nation mondiale. Bon, l'Italie, elle aussi, en gros, entre la 14e et la 11e place mondiale. Il y a un an, ils étaient 14e derrière la Géorgie. Et juste devant l'Espagne, qui s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Ils remontent la pente doucement et à des moments, bam, ils redescendent très vite. Et comme je le disais dans l'analyse du système de jeu italien, la vidéo que j'ai faite sur l'analyse du système de jeu italien, je parlais un petit peu de la défaite contre les Blacks. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à s'être remis de cette défaite, cette fessée qu'ils ont pris avec 96 points
encaissé contre les Blacks. Même si j'apprécie beaucoup cette équipe, j'espère sincèrement qu'on va les enfoncer le plus profond possible pour passer en quart. Et pour ça, on fait confiance à la compo de Galtier. Honnêtement, on n'a plus vraiment de surprise à ce stade-là. C'est plus des interrogations que nous, on va avoir sur l'état de forme des mecs et est-ce qu'ils vont être en mesure de disputer un match, oui ou non. Et ouais, parce que la disponibilité médicale, au bout d'un moment, c'est ce qui va faire que des joueurs vont jouer ou pas. Tu penses à Dupont, évidemment, mais tu penses à Will MC aussi qui revient de blessure. Ça veut dire que potentiellement, le prochain mec qui se blesse, ce que je ne souhaite pas, mais on peut se douter que ça va arriver si on passe quelques tours, bah Will MC, il peut être appelé dans le groupe. Alors, dans notre petit 15 de France, qui commence? À gauche, on a Cyril Baille. Et à droite, Winnie Antonio. Notre ourson national, il est en pleine forme et ça fait zizir. Hein. Pour moi, et là c'est totalement personnel et subjectif, c'est un des joueurs les plus importants devant. C'est un droitier, mais c'est aussi un gros porteur de ballon qui t'amène énormément de densité. Parce que j'ai regardé le match Afrique du Sud-Tonga, et honnêtement, quand t'as Bentama Ifuna qui va dire bonjour au droitier sud-africain, les dégâts! T'as presque envie de dire à Winnie Antonio, mais franchement, arrête, le diététicien du 15 de France, c'est bien beau, mais arrête de te peser avant et après les repas là. Vas-y, mange un petit peu avant le quart de finale ou le huitième de finale. Les impacts, ils ont été tellement brutaux et violents sur ce match, et ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. Mais avec les blessures qu'on a l'impression d'enchaîner avec le 15 de France depuis le début, je me dis, mais si on avait été dans la poule B à la place de l'Écosse, où tu joues l'Irlande, l'Afrique du Sud et les Tonga, franchement, pour jouer le quart de finale, si on se qualifie en quart de finale, on aurait rappelé Trinduc pour jouer à l'ouverture, et Servat, il aurait dû faire comme ton entraîneur en série, où au bout d'un moment en hiver, quand il manque du monde, il chausse les crampons pour pouvoir faire la touche et le 16e homme. Sérieusement, on a eu de la chance quand même de jouer la Namibie et l'Uruguay. Sans manquer de respect à ces deux nations, mais l'intensité, elle est pas comparable sur les matchs. Bah, toujours est-il que Winnie, il est en pleine forme, et ça fait trop zizir. Au talon, c'est très compliqué pour Movaca. Après avoir été testé en 8, on a bien vu quand même qu'il remplissait pas tout le contrat et qu'il cochait pas toutes les cases. Il se dit dans les vestiaires et dans les couloirs que Galtier, il l'aurait même testé en 9 sur un entraînement, pour pouvoir pallier à la blessure de Dupont évidemment. Toujours est-il que dans un souci de continuité et pour pas faire trop de polémique, il va quand même commencer au talon le match. Woki et Flamand en seconde ligne qui sont reconduits. Alors c'est une paire déjà qui est très intéressante de par sa mobilité, mais ça va être aussi intéressant parce que Ruzza en face, le numéro 5 italien, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui est très mobile. Et il se retrouve souvent dans le couloir des 15 mètres. Il va y avoir un petit duel de mobilité au niveau de la seconde ligne, je pense. En troisième latte, il y a Jelonche, Olivon et Aldrit. Donc Jelonche, il cède sa place de numéro 8 pour retrouver une place en troisième ligne L. Et je suppose que ça va lui faire du bien en fait de remonter d'un cran en termes d'intensité. Attention, l'Italie, c'est pas non plus des brutes en termes d'intensité, mais toujours est-il qu'il y en aura plus que contre la Namibie et l'Uruguay. Parce que sur ces deux matchs, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu plus d'intensité courue que d'intensité combattue. Il a joué l'Uruguay et même si on prend pas le bonus offensif, c'est pas le match sur lequel quand même il y a eu le plus d'intensité sur la Coupe du Monde. Quand tu vois qu'il y a eu 23 mêlées dans le match, le temps de jeu effectif il est pas énorme non plus. Ensuite tu joues la Namibie et en fait Jelon, je pense qu'il a dû faire du fractionné pendant le match parce que quand tu mets 96 points en fait tu passes ton temps à faire des allers-retours. L'Italie elle a été tellement malmenée contre la Nouvelle-Zélande dans le combat que là tu peux être sûr d'une chose au moins, c'est que même s'ils envoient pas du jeu à fond et pourtant c'est leur philosophie, tu sais qu'il va y avoir quand même un gros combat devant. Vu qu'ils se sont fait monter en l'air en mêlée, ils vont rectifier le tir je pense. Et honnêtement Jelonche ça va lui faire du bien à mon avis de retrouver ses phases combattues parce que c'est son fond de commerce aussi Jelonche. Il aime bien ça et tu sens qu'il a besoin de retrouver du rythme. En fait c'est un joueur, il est péchu ce mec. À la mêlée, Lucu. À la mêlée, Lucu. Quoi? Bah quoi? Dis-le. Non, en fait garde-le pour toi. Au début ça m'amusait beaucoup de voir les coups de communication que Galtier mettait en place avec ses joueurs pour avoir une ligne directrice et surtout un discours qui est clair. Mais maintenant, ça m'amuse plus du tout. Tu te souviens, quand il y a Ntamak qui se blesse, tout le monde commence à parler et c'est Dupont qui est obligé de faire une sortie pour faire fermer la bouche de tout le monde en disant j'ai totalement confiance en Jalibert. Et à partir de là, débat éteint. Là, Dupont est blessé et on est reparti sur des petits débats, tchaka, comment on va faire. Et du coup, t'as Ramos qui fait sa sortie et qui dit qu'il a entièrement confiance en Couillou et Lucu. Tout ça pour que les gens, ils arrêtent de baver et éteindre le feu. Dupont, s'il se remet, mais tant mieux, on demande tout ça. Et puis s'il se remet pas, on va quand même jouer notre quart de finale et notre demi-finale et notre finale. On fera tous couler des larmes ou verser de l'encre une fois que l'histoire elle sera terminée. Pas avant. Donc c'est bien Lucu qui commence. Et la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on aurait pu le mettre peut-être en balance avec Couillou, parce que Couillou il a fait des bonnes prestations. Et donc là c'était légitime de se poser la question, ok on fait commencer qui, Couillou ou Lucu? C'est deux profils qui sont différents dans le jeu, qui ont des animations qui sont différentes. Mais en vrai ça semble logique que Lucu il commence. Tu le prépares depuis 2 ans et tu remets pas tout en cause sur une seule prestation ou sur 2 prestations. Surtout que là, c'est entre ton numéro 2 et ton numéro 3 sur le poste. Donc ta hiérarchie, déjà, quand tu es numéro 2 derrière Dupont, tu prends pas trop de temps de jeu. Couillou, il a pris encore moins de temps de jeu. Donc j'ai envie de te dire, c'est normal que ça soit pas remis en cause. Contrairement à l'aile. À l'aile, c'est légèrement différent sur la concurrence. Et ouais, parce que t'as Louis Bielbiarré qui est venu foutre son petit bordel avec Villiers. Mais la concurrence, elle est pas entre le numéro 2 et le numéro 3. Elle est entre le numéro 1 et le numéro 2. Et là, ça a l'air de tourner en fonction de Louis Bielbiarré. Pourquoi pas? Tout le monde l'adore. Il a une petite bouille d'ange. Il va vite. Il plante des
des essais sur ses premières sélections. Il est impressionnant et il fait un super début de Coupe du Monde. Franchement, rien à dire, il a été trop fort contre l'Uruguay et la Namibie. Parce que même si j'apprécie énormément le joueur, c'est la question que je posais en début de Coupe du Monde ou sur la prépa de la Coupe du Monde dans une vidéo. Est-ce que Louis Bielbiarré, il a la capacité de résister à la pression sur un match en jeu? Parce que pour l'instant, il a fait les matchs de préparation avec l'équipe de France, il a joué la Namibie et l'Uruguay, et surtout, une capacité à être solide en défense. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il plaque, hein. Il attaque très bas et il fait tomber. Et ça, c'est excellent. Maintenant, la question, c'est quand t'es à 5 mètres de ta ligne et que tu prends des avions de chasse qui sont à Mach 2, tu fais comment pour les arrêter? Si tu te baisses, les mecs, ils vont tomber vers l'avant, ils marquent. Et ouais, parce que plus tu vas être proche des lignes, plus l'intensité dans le combat, elle augmente. Et en même temps, tu as le nombre de turnovers, qui est les ballons de récupération que tu grattes, sont très importants, parce que tu peux récupérer des pénalités ou avoir des situations de contre-attaque sur laquelle le changement de statut entre possesseur du ballon, enfin entre utilisateur et défenseur, est inversé, et donc tu as des espaces. Et c'est là où Villiers nous fait aussi beaucoup de bien dans ce secteur, c'est qu'il défend très fort et il a la capacité de contester des ballons. Et honnêtement, Gabin Villiers, il semble cocher plus de cases à ce niveau-là que Louis Bielbiarré. Alors après, je vois deux options. Soit Louis Bielbiarré, il est vraiment passé au-dessus et Gabin Villiers, il s'est fait sucrer sa place et c'est le jeu légitime de la concurrence. Et la deuxième hypothèse, c'est un petit coup de Trafalgar de la part de Galtier. Il donne du temps de jeu à Louis Bielbiarré, il donne du temps de jeu à Louis Bielbiarré. Si on passe en quart, l'équipe en face, elle va se préparer à jouer face à Louis Bielbiarré et là, tu remets Villiers. Parce que tu sais que ça va défendre plus fort que si tu joues les Sudaf ou les Irlandais, à condition que les Sudaf ou les Irlandais passent et que la France passe, parce que rien n'est joué encore. Tu sais que l'intensité, elle va être extrêmement élevée et tu vas avoir envie d'avoir un petit profil un petit peu plus péchu, un petit chien de la casse en profil ailier peut-être. Et je suppose qu'on découvrira ça sur la composition pour le match, pour le quart de finale. À l'autre aile, Penaud, au centre Danty et Ficou. À l'ouverture, Jalibert, j'en ai même pas parlé. Et à l'arrière, Ramos. Au talon, Marchand, il a été jugé trop court pour reprendre, et donc du coup, il y a Bourgarit qui continue de prendre son temps de jeu. À gauche, on a Wardy. À droite, ça semble être Aldeguerri qui a pris la place de numéro 2 au poste de numéro 3. Face à Falatea. Moi, je n'ai pas spécialement d'avis là-dessus parce que je pense que le poste de 3, au-delà d'être un gros porteur de ballon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Winnie Antonio, c'est le numéro 1. Mais ensuite, je suis pas assez bon pour juger les performances des joueurs individuellement en mêlée. En remplaçant deuxième ligne, on a Tao qui est immuable, qui est toujours là et qui fait toujours le boulot. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que je pensais qu'avec l'absence de Willem C, il aurait peut-être pu basculer titulaire. En troisième ligne remplaçant, on a Kroos. Et on se retrouve avec un banc en 5-3. Là où les trois quarts prennent de plus en plus d'importance, je pense, dans les compositions de Galtier. On se retrouve avec Couillou à la mêlée. Ce qui veut dire que s'il y a un souci, il n'y a que Ramos qui peut passer à l'ouverture. S'il y a Ramos qui passe à l'ouverture, on est obligé d'avoir un arrière de métier et c'est Jaminé. Et ensuite, il y a Moefana qui est dans le style utility player qui peut jouer soit au centre, soit à l'aile. Évidemment, on attend tous le coup d'envoi à 21h vendredi soir parce que ça va être un match éliminatoire, c'est notre 8e de finale et on a tous envie de savoir comment l'équipe de France va se comporter et surtout on a tous envie de décrocher notre petit ticket pour les quarts de finale. J'espère que cette petite vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as des demandes particulières, si t'as des idées pour Instagram et puis on se revoit au Clubhouse de La Source. Allez, topette l'ami!